Eh bien bonjour, une nouvelle vidéo sur le sujet le bonheur versus identification et attachement. Voilà, donc ça paraît bien compliqué de prime abord. C'est pourquoi en effet je ne vais pas vous laisser avec ça juste à méditer et réfléchir. On va d'abord, je vais d'abord tenter de donner ce qu'est ma définition du bonheur et ensuite expliquer en quoi consiste le fameux principe de l'attachement et de l'identification. Alors pour commencer, on va dire qu'il y a deux sortes de bonheur. Le bonheur relatif et le bonheur absolu. Le bonheur relatif, donc on est bien d'accord que le bonheur évidemment est un état d'être, hein, et que cet état d'être, dans le cadre du bonheur relatif, cet état d'être vient à disparaître et ou à surgir en fonction en effet de l'obtention ou non d'un objet X ou Y, de l'objet de ses rêves, comme d'un objet matériel. Peu importe, de toute façon, ce bonheur relatif est rattaché donc à un objet de toute façon extérieur à soi. Et c'est un bonheur qui est donc rattaché à l'idée qu'on se fait de celui-ci. Et donc qui est rattaché à des paramètres plus ou moins nombreux. Donc ça, c'est le bonheur relatif. Qui est donc, on l'a bien compris, rattaché à quelque chose d'extérieur à soi. C'est ainsi en effet que l'être humain se construit au fur et à mesure, c'est-à-dire que il repousse à chaque fois ses rêves, ou en tous les cas les multiplie en se disant que à l'obtention de telle ou telle chose, enfin je serai heureux. Quand j'aurai ceci ou cela, je serai enfin une personne heureuse. Quand j'aurai réussi à, je serai une personne heureuse. Quand je serai tel ou tel individu, je serai une personne heureuse. Quand j'aurai acquis la place de, je serai une personne heureuse. Quand j'aurai dans ma vie tel ou tel paramètre, telle ou telle personne, je serai enfin une personne heureuse. Donc, ça veut dire que tant que la personne n'a pas atteint ou eu la place qu'elle désirait ou eu l'objet qu'elle désirait, le bonheur n'est pas possible. C'est pourquoi en effet c'est une forme de bonheur relatif qui en effet, on se rend bien compte, est rattaché à un paramètre extérieur, à un objet extérieur. Et si cet objet ne vient pas, alors inutile de vous dire que la personne évidemment est condamnée au malheur absolu et définitif bien entendu. Ou si aussi une fois la place, l'objet atteint, l'objet voulu, désiré et obtenu, une fois obtenu, évidemment, si la personne vient à perdre cet objet en question, évidemment, là, c'est pour son plus grand malheur. Donc, on voit bien que là, dans cette approche, dans cette vision des choses, le bonheur est quelque chose d'absolument relatif pour le coup, vraiment absolument relatif, puisque de toute façon, il est rattaché à quelque chose qui est de l'ordre de l'impermanence, pour reprendre un terme bouddhiste, et tout ce qui en effet est rattaché à l'impermanence est forcément sujet à naître et à mourir. Donc ça veut dire que cette forme de bonheur serait en effet assez éphémère, puisque de toute façon elle n'aurait qu'un temps,
Et même si cette forme de bonheur dure 40 ans, de toute façon, elle a quand même qu'un temps défini, et qu'au bout de 40 ans, de toute façon, le bonheur s'éteint avec l'objet qui s'éteint aussi. Voilà. Donc ceci est très clair maintenant. Enfin, je pense, j'espère pour vous. On comprend bien en effet que ce bonheur relatif est un bonheur qui est construit sur des sables mouvants et qu'on a toutes les peines du monde à pouvoir maintenir en place de manière définitive, tout du moins jusqu'à ce qu'on meure nous-mêmes. Voilà. Et puis il y a la forme de bonheur absolu qui elle existe bien, hein, n'est pas un mirage du tout. C'est pas parce que des millions de personnes n'en font pas l'expérience que pour autant cette forme de bonheur absolu n'existe pas. C'est simplement que les gens cherchent dans la mauvaise direction et surtout au mauvais endroit. Mais cette forme de bonheur absolu existe bien puisque c'est un bonheur qui n'est rattaché à rien, justement. Et ce bonheur, en fait, existe en chacun de nous. Et c'est un état, évidemment, au même titre que l'état de bonheur relatif, sauf que celui-ci est un état durable, non entachable, non altérable. C'est surtout ça qui est important. Non altérable, ça veut dire durable. Et on est dans une ère où la durabilité est extrêmement importante. Voilà. Donc, ce bonheur est durable, seulement il est au fond de nous. Et il a été juste complètement enfoui par des années et des années, on va dire, de conditionnement, pour reprendre ce terme, où depuis notre enfance, et ceci évidemment est un passage obligé et nécessaire, en tous les cas à l'ère où nous vivons aujourd'hui, durant notre enfance, donc la société, les parents, nos relations avec les autres, nous apprennent à nous définir en tant qu'un moi séparé des autres. Et chacun va mettre des mots derrière ce moi, c'est-à-dire je suis ceci, je ne suis pas cela, je voudrais être ceci, mais je ne suis pas cela. Je n'aime pas cette partie de moi, j'aime l'autre partie, je préfère cette partie-là de moi. Bref, tout ce qui a pu définir en définitive notre moi, avec évidemment l'histoire dans lequel le moi a vécu. Ça fait partie aussi du conditionnement, évidemment. Il y a à la fois qui je suis en tant que moi et en même temps quelle est l'histoire que ce moi a traversée. Donc tout ceci fait partie du conditionnement. Et tout ça pour dire quoi? Pour dire qu'à la naissance, l'enfant, le bébé, en fait, naît dans une confiance, une félicité, une sérénité naturelle. Inutile de vous dire que c'est évidemment un bonheur dans lequel l'enfant naît naturellement. Et puis au fur et à mesure qu'en effet l'idée d'un moi va se développer avec encore une fois son histoire, évidemment des peurs vont commencer à s'installer. Peur d'être abandonné, peur d'être pas aimé, de n'être plus aimé. Évidemment, qui dit peur dit forcément désir, donc désir d'être aimé, donc comment on va faire pour être aimé, comment on va faire pour obtenir tel résultat, tout ceci commence en fait à compliquer énormément les choses. Tant et si bien que cet état de bonheur qui était le nôtre quand nous étions très jeunes et tout petit enfant commence à se perdre au fur et à mesure du temps, que les peurs commencent en fait à jaillir les unes derrière les autres et commencent à s'empiler dans un grand chaos. Et donc son corollaire, le mental, son acolyte, hein, le mental, qui lui aussi commence à se développer et commence à réfléchir en effet stratégiquement parlant, comment garder cette forme d'amour que l'on veut garder de la part de son entourage et comment en effet éviter le contraire, c'est-à-dire la colère, le rejet, l'abandon, bref, tout ce qu'on ne veut pas ressentir.
Donc tout ceci forme en effet savamment le conditionnement dans lequel on commence à avec lequel on commence à jongler et dans lequel on commence en effet à patauger sérieusement. Il faut bien comprendre qu'en effet, peur, enfin crainte et désir sont totalement indissociables. Dès lors qu'il y a un désir, il y a forcément une crainte. Dès lors qu'il y a une crainte, ça crée forcément un désir. Donc tout ceci en effet constitue le conditionnement, avec en effet son lot de souffrances. Et ceci s'installe évidemment dès la petite enfance. Donc l'état paradisiaque dans lequel nous étions étant enfants, en fait, progressivement, le ressenti de ce paradis intérieur disparaît au profit de l'enfer qui lui commence vraiment à nous brûler sérieusement. Et du coup, toute notre vie va être une course en avant à comment se sentir heureux avec notre histoire et qui nous sommes. Et du coup, c'est pour ça que l'être humain s'aventure à aller construire des paradis qui sont à l'extérieur de lui, faute de savoir comment en effet pouvoir atténuer la souffrance qu'il ressent et avec laquelle il vit au quotidien. C'est là qu'intervient en effet le phénomène de l'attachement et de l'identification, puisque dès lors que l'individu se définit son moi d'une manière particulière, je suis quelqu'un de gentil, ou au contraire les gens disent de moi que je suis méchant, que je suis bête, que je suis incapable, ou au contraire les gens disent de moi que je suis le meilleur, un petit génie, peu importe en fait que ça soit enfin la réalité ou pas, que ça soit prouvé ou pas, en fait ça n'a pas tellement d'importance. Là où le bas blesse, c'est que l'être humain commence à s'identifier à des définitions qu'il a de lui-même. Encore une fois, je suis ceci, je ne suis pas cela. Je veux être ceci, je veux n'être pas cela. Et à partir du moment où en effet l'être humain commence à s'identifier à ces définitions qu'il a de lui-même et de son histoire évidemment, parce que il y a ce qu'il est et ce qu'il n'est pas, ce qu'il voudrait être et qu'il n'est pas, et puis et ce qu'il ne voudrait pas être surtout aussi, et forcément il y a aussi les autres, donc il n'est pas tout seul, donc c'est aussi quel rôle il attend des autres, qu'ils soient pour lui ou qu'ils ne soient pas, etc., etc., etc. Donc ça crée aussi des attentes par rapport aux autres personnes de son entourage. Et encore une fois, tout ceci, c'est voilà, c'est aussi, encore une fois, ça participe à l'identification. C'est-à-dire que une personne qui se veut dévouée et empathique, par exemple, va tout faire évidemment pour être reconnue à travers cette définition qu'il a de lui-même, mais va attendre également évidemment de son entourage que l'entourage fonctionne de cette même façon avec lui. C'est implicite. Si moi je fonctionne comme ça, j'attends que les autres fonctionnent de la même manière. Et forcément, ça crée des distorsions puisque les autres ont une autre définition d'eux-mêmes, avec des qualités qu'ils trouvent importantes pour eux, et des définitions qu'ils ont d'eux-mêmes, enfin, qui sont importantes à leurs yeux, et qui vont aussi opposer face aux autres, et ils vont réclamer aussi des autres la même chose. Donc tout le monde en fait est en train d'attendre de l'autre quelque chose qui ne vient jamais, puisque l'autre a d'autres systèmes de fonctionnement, d'autres valeurs, et il ou elle va mettre en avant, en espérant qu'en effet son alter ego puisse comprendre à quel point c'est important d'être comme ça aussi envers lui. Bref, c'est un dialogue de sourds, on l'a bien compris, où chacun cherche chez l'autre
quelque chose qui n'existe pas. Donc il y a des formes de contraintes plus ou moins subtiles pour obtenir quelque chose de l'autre, pour obtenir en effet ce qu'on attend de l'autre. Après, là, on rentre dans des phénomènes plus ou moins aigus de manipulation, on n'est plus du tout naturel, on cherche à être un personnage. Bref, tout ceci participe de toute façon à l'attachement, au processus d'attachement et d'identification. Et c'est là que pose le véritable problème. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est attaché à une définition de nous-mêmes, ça devient très compliqué de s'en défaire. C'est-à-dire, si quelqu'un se veut empathique et attentif et dévoué, que va-t-il se passer le jour où une expérience avec quelqu'un X ou Y, par exemple, va lui faire sentir qu'il n'est pas du tout le personnage qu'il pense être. Et là, va s'installer une souffrance, puisque de toute façon, il y a la recherche de retrouver, de prouver à l'autre qu'on est bien cette personne-là. Et c'est une bataille absolument perdue d'avance, puisque de toute façon, si l'autre ne le reconnaît pas, et l'autre peut en effet ne pas le reconnaître, et bien du coup notre mal-être perdure. De la même manière aussi, et c'est aussi une énergie qui est extrême, enfin qui est dépensée tous les jours au quotidien, puisque de toute façon, puisque ce sont les meilleurs atouts que la personne se trouve, et qu'elle se définit à travers ça et qu'elle s'y attache et qu'elle s'identifie, c'est-à-dire je suis cela. Elle va évidemment dans toute sa vie de tous les jours démontrer et remettre sur la planche à pain l'idée qu'il va falloir que de toute façon elle montre et qu'elle démontre que de toute façon elle est bien cette personne-là et qu'est-ce qu'elle entend aussi par être une personne empathique, ça sous-entend tel et tel comportement, telle attitude. Donc c'est tout ça qui en découle parce que derrière il y a l'idée que je suis cette personne-là, donc je vis à travers ces principes-là et je m'y attache et je n'y déroge pas et il est hors de question d'être l'inverse parce que l'inverse a aussi sa définition et aussi son corollaire, c'est-à-dire l'attitude qui va avec, le comportement, l'état d'esprit, etc., etc. Et la personne refuse évidemment d'être les antipodes de ce à quoi elle est attachée dans sa bonne image d'elle-même. Pour autant, de toute façon, le fait qu'elle y soit identifiée et attachée, de toute façon, crée de toute manière une forme de souffrance, puisque, encore une fois, dans la vie, rien n'est linéaire, et que les expériences que l'on est amené à vivre, ou les comportements que l'on est amené à avoir, ou le comportement des autres, ou l'opinion des autres, va venir évidemment violemment choquer, voire perturber la définition et l'image qu'on s'est fait de soi-même. Voilà. Même si celle-ci est réelle, encore une fois, ce n'est pas là l'important, c'est le fait de s'y attacher et de s'identifier. Je suis cela, je suis cela, je suis cela, je suis cette personne-là, cette personne-là, cette personne-là. De la même manière, une personne qui identifiait une image d'elle négative, je suis une personne, on va dire, distraite, incapable, mauvaise, elle va aussi évidemment tenter, parce qu'on n'aime pas évidemment les mauvaises images de soi, on ne les aime pas, donc on les rejette, donc on tente de compenser ça par autre chose, par justement des attributs positifs qu'on essaye de mettre en avant et de prouver là aussi, encore une fois, à l'autre. Et tout ceci, en effet, de toute façon, favorise en effet la souffrance, quoi qu'il en soit, parce que de toute façon, qu'on ait une bonne ou une mauvaise définition de nous-mêmes, de toute manière, la réalité avec un grand R, c'est-à-dire les expériences, le rapport aux autres, vont très vite nous montrer que cette image que l'on a de soi-même est là aussi de toute façon relative, elle n'est pas absolue. Et c'est pour ça que ça pose problème. Seulement, on s'attache curieusement à quelque chose qui bouge sans arrêt. Et c'est comme si finalement on tentait de maîtriser la course des nuages ou de retenir les vagues de l'océan. C'est une perte d'énergie absolument fabuleuse et avec derrière évidemment une création de souffrance qui est absolument fabuleuse aussi. Donc voilà en fait
où je voulais en venir dans cette vidéo par rapport à l'idée de ce bonheur. Alors évidemment, plus on fait un travail de désidentification et de détachement, encore une fois, il ne s'agit pas de se raconter quelque chose à propos de soi-même ou à propos de quelque chose, c'est pas ça. Détachement, c'est vraiment l'idée d'une pomme qui est mûre et qui se détache d'elle-même de son arbre. De là, dans l'idée, le détachement ici est exactement le même processus, c'est-à-dire qu'il y a eu un mûrissement au niveau de la compréhension du phénomène de l'attachement et de l'identification par rapport à une définition de soi. Et c'est tellement, en fait, ça a tellement mûri en nous que ce fameux processus d'identification et de détachement, en fait, s'inverse, c'est-à-dire que le détachement a lieu naturellement. Encore une fois, j'insiste sur le fait que ce soit naturel. Encore une fois, ce n'est pas un discours de plus du mental à propos de qui nous sommes, de qui nous ne sommes pas, de qui nous devrions être et de ce que devraient être ou pas les autres. Voilà. Et cette somme de souffrance, finalement, d'attachement lié à l'attachement à l'identification, qui fait que nous avons totalement perdu contact avec ce ressenti de bonheur qui existe pourtant en nous et qui, si on arrivait à se départir comment dire, de notre souffrance là maintenant en un claquement de doigts, en fait nous ressentirions immédiatement cet état de bonheur dans lequel nous sommes nés. Oui, nous sommes nés, tout simplement. Voilà, donc c'est pas parce que nous le ressentons pas dans le présent qu'en fait il n'existe pas. Il existe bien, sauf que il est enfoui sous une tonne de souffrances, de peurs, qui se sont encore une fois accumulées et auxquelles nous nous sommes attachés. Et que nous n'arrivons pas à comment dire, nous n'arrivons tout simplement pas à éliminer. Et l'élimination évidemment consiste encore une fois à ce détachement lié à l'idée d'un moi bien défini, à l'idée d'un moi absolu. Je suis comme ça, je suis cette personne-là. Combien de fois j'entends aussi des phrases du genre c'est pas à mon âge que je vais changer. Combien aussi ont peur du changement, comme s'il allait y avoir une menace derrière, alors qu'en fait ça n'est que juste encore comment dire, là encore un processus d'identification et d'attachement à une peur qui finalement est une peur, j'allais dire, virtuelle, fantasmagorique, parce que le changement, finalement, on y est soumis tous les jours, et c'est ça, finalement, aussi le secret du bonheur, c'est que pour pouvoir accéder à ce bonheur, en fait, il est important, en effet, de pouvoir être capable de changer quasiment, je dirais, de jour en jour, à savoir arriver finalement à adopter d'autres points de vue que ceux que nous avons et auxquels nous nous sommes attachés aussi. C'est découvrir aussi que nous ne sommes pas absolument les personnes que nous croyons être, qu'il nous arrive parfois d'avoir des comportements totalement antagonistes à ceux que nous pensons avoir de manière définitive. C'est découvrir que nous sommes dans des contradictions les plus totales. Nous pouvons désirer quelque chose et puis une fois que l'on a en fait le rejeter. Donc nous sommes cette somme de paradoxes. Et de découvrir cela en fait permet
d'être en effet dans cette forme de détachement quant à l'idée définitive que nous avons de nous-mêmes. Et plus nous sommes capables de remettre en question ces définitions que nous avons de nous-mêmes, plus nous sommes capables de douter du caractère absolu que nous donnons comme définition de nous-mêmes, plus en fait nous sommes capables de cette espèce de souplesse tel un roseau, qui finalement, ou tel l'eau aussi, capable de s'adapter immédiatement à l'environnement dans lequel nous sommes, capables de s'adapter immédiatement à la personnalité que nous avons en face de nous. Et donc, ça veut dire que nous ne sommes plus figés dans une image définitive que nous avons de nous-mêmes, et que nous sommes capables, en effet, de pouvoir emprunter des chemins qui sont totalement opposés, antagonistes aux définitions que nous donnons de nous-mêmes. Et il y a dans l'idée que ça n'a vraiment aucune importance, en fait. Ça ne remet pas en question pour autant ce que nous sommes. Et l'idée, finalement, le bonheur, en définitive, s'installe, en tous les cas, commence à s'installer dès lors que nous savons au fond de nous, et nous commençons à percevoir au fond de nous que nous sommes quelqu'un de bien, au-delà en fait de toute définition. C'est-à-dire que je suis une bonne personne, ou je suis quelqu'un de bien, est une définition qui finalement suffit à la personne. Et encore une fois, il ne s'agit pas de se le dire, il ne s'agit pas de se dire dans sa tête tous les jours je suis une bonne personne et je suis quelqu'un de bien. Non. C'est une fois que la personne en fait remet en question les définitions qu'elle a d'elle-même et ne s'y attache plus comme quelque chose de vital et d'important, n'attache plus autant d'importance à ses valeurs, bien qu'elles soient importantes pour exister avec les autres. Néanmoins, si un jour elle emprunte une valeur contraire, par exemple si une personne voue une importance absolument démesurée quant à la notion de vérité, que c'est une personne qui s'interdit de mentir parce que c'est comme ça qu'elle voit les choses, et que évidemment elle ne supporte pas non plus des autres, évidemment, tout mensonge ou toute dissimulation. Et bien si cette personne en fait arrive à prendre du recul sur qu'est-ce que c'est que la vérité, qu'est-ce que c'est que le mensonge, et surtout commencer à comprendre que avant tout faut que cette histoire de vérité, de mensonge, en fait, c'est avant tout une démarche vis-à-vis de soi-même, c'est-à-dire c'est être vrai aussi avec soi-même, et qu'en même temps, elle s'aperçoit aussi que de toute façon, elle n'est pas constamment non plus dans cette notion de vérité quand elle est dans les relations aux autres, parce que ça veut dire qu'elle serait aussi capable de dire exactement ce qu'elle pense quand elle le pense, au moment où elle le pense à la personne qu'elle a en face d'elle. Seulement, elle ne va pas être tout le temps dans cette authenticité, puisque de toute façon, si elle fait ça, ou si il fait ça, la personne va savoir qu'elle risque de perdre la relation qu'elle a en face d'elle. Donc vous voyez bien que cette notion, par exemple, juste en effet, liée à cette notion de vérité, on voit bien que de toute façon, ça ne peut être quelque chose de relatif. Et que cette notion de vérité va concerner surtout des moments très précis, des instants très précis, des configurations, ça va prendre des configurations très précises. Mais que dès lors qu'on est en relation avec quelqu'un, cette notion de vérité devient très relative, elle n'est plus du tout absolue, puisque il n'est pas question d'aller dire ce qu'on pense à un tel, parce que d'abord, qu'est-ce qu'il pourrait penser de nous, et ensuite, que va-t-il se passer, quelles conséquences cela va avoir. Donc voilà, donc c'est juste pour donner un exemple, en effet, où plus nous croyons à la personne que nous sommes, aux valeurs que nous prenons comme étant une espèce d'étendard qui est là fixé de manière définitive, qui opère à chaque minute, à chaque seconde, tout le temps, c'est complètement faux, puisque nous avons souvent des comportements antagonistes et paradoxaux qui font que on peut prêcher un discours et en fait, en définitive, se conduire d'une manière totalement opposée et antagoniste au discours que nous pouvons avoir.
Donc voilà, et c'est ce fameux principe d'attachement et d'identification qui fait que nous donnons corps en fait à un moi que nous définissons nous-mêmes à travers en effet des valeurs, des qualités, ce que nous sommes, ce que nous ne sommes pas, et auquel nous attachons fortement. Seulement, la souffrance, puisque c'est de ça dont il est question, la souffrance est totalement rattachée. Elle est même, je veux dire même, c'est la face B en fait de la même médaille. C'est que la souffrance en fait est totalement rattachée à l'idée que nous faisons de moi, voilà, et de notre histoire forcément, puisque le moi en fait traverse une histoire et se construit aussi à travers cette histoire, donc, et se définit aussi par rapport à cette histoire, c'est-à-dire il est arrivé ça dans la famille, et moi voilà quel positionnement, pour quel positionnement j'ai opté, pour quel choix j'ai opté, et voilà ce que je pense de moi dans cette histoire, que ça soit en bien ou en mauvais d'ailleurs, euh, et voilà ce que je pense aussi des autres dans cette expérience et cette histoire. Voilà. Et tout ça, et plus on alimente en effet sous forme de pensée, d'idées, de concepts, d'idéaux, tout ce que vous voulez, de dictats, de certitudes, plus on alimente en effet les choses, c'est-à-dire l'idée de ce moi, l'idée qu'en effet ce moi a une idée sur les expériences qu'il a vécues, plus on s'attache à ça, plus on crée de la souffrance et de la résistance. Et difficile en effet dans ces conditions, difficile dans ces conditions-là de ressentir en effet du bonheur, cet état de bonheur qui est en nous, puisque il est complètement obscurci, étouffé par ce moi avec cette histoire et ce mental qui lui a des idées sur tout et pour tout. Arriver en effet à pouvoir désépaissir ce moi, c'est-à-dire l'alléger, ne plus s'attacher euh, euh, désespérément aux images fixes que l'on a de nous-mêmes, ne plus s'attacher à l'image que l'on a de soi-même, ne plus s'attacher aux identifications, ne plus s'attacher à notre histoire, à ce que notre mental nous dicte à propos de notre histoire, ce que nous avons été, pas été, ce que nous aurions dû faire, pas faire, ce que les autres auraient dû faire, pas faire aussi, ce que les autres auraient dû dire, ce que les autres auraient dû comprendre, ce que nous n'avons pas été capables d'être à la hauteur d'eux, pas capables de faire, pas capables de dire, pas capables de réaliser. Bref, tous ces reproches, tous ces jugements, tout encore une fois ces dictats, ces certitudes, c'est l'ensemble en effet d'un processus d'identification et d'attachement. Parce que il y a l'idée d'un moi qui pense, et dès lors que nous commençons à nous y attacher, forcément la souffrance perdure et se pérennise. Au contraire, plus nous remettons en question tout ça, plus nous apercevons que est-ce que ça a vraiment autant d'importance, plus nous savons, nous sommes en capacité de pouvoir remettre en question la perception que nous avons de nous-mêmes, la perception que nous avons des autres par rapport à notre histoire passée ou présente. Plus nous sommes capables de remettre en question cette perception, plus finalement nous apercevons qu'en fait les idées que nous avons et les pensées que nous avons à propos de notre histoire et nous-mêmes en fait ont de moins en moins d'importance. Et donc finalement ce travail de détachement et de désidentification se fait grâce à cette volonté de changer la perception que nous avons de nous-mêmes et des autres et de notre histoire et de notre passé. Et c'est dans cette transformation de cette perception, en remettant en question en fait la vision première que nous en avons, c'est là où finalement ce phénomène de détachement et d'identification en fait commence à prendre effet. Et finalement, on finit par de moins en moins accorder d'importance en fait aux perceptions premières que nous avons de nous-mêmes et puis des autres et de notre histoire. Et c'est graduellement que la souffrance commence petit à petit à, j'allais dire, oui, commence à diminuer,
à avoir moins d'emprise sur nous. Et moins elle a d'emprise, finalement, plus le détachement est facile. Et plus le détachement devient facile, plus la désidentification devient facile, plus cet état de sérénité en fait grandit naturellement. Parce que cet état de bonheur et de sérénité en fait a toujours été là, mais finalement a toujours été obscurci par cet amoncellement de conditionnements auxquels nous avons donné une importance capitale et je dirais une importance absolue. Voilà, donc voilà pourquoi je voulais faire cette vidéo, pour expliquer en effet que le bonheur c'est pas quelque chose, c'est pas une course en avant où on essaye de le fabriquer. C'est bien un état en nous qui existe naturellement, et ça je le sais intuitivement depuis très longtemps. Et petit à petit, en fait, j'en fais l'expérience dans ma propre vie. Alors je dis pas que c'est quelque chose de facile, hein, mais je sais que c'est quelque chose de simple. Le processus est simple, mais pas facile à mettre en place, parce que les choses les plus simples, en fait, sont les plus difficiles. Et le bonheur est quelque chose dont l'accès est très simple, et en fait, nous compliquons notre vie à vouloir donner au bonheur un objet extérieur à soi, une définition extérieure à soi, ou quelque chose qu'on devrait être en plus pour être heureux, ou avoir en plus pour être heureux. Et finalement, c'est un bonheur relatif, c'est un bonheur qui n'a pas de durée. Ça apporte certes des moments de joie, peut-être d'exaltation sûrement, décrocher, je sais pas, moi, un diplôme, une médaille olympique, n'importe quoi. Oui, oui, c'est exaltant, en effet, ça permet de repousser certaines limites qu'on a par rapport à soi et de se dire voilà, je suis arrivé là parce que. Mais néanmoins, c'est aussi un piège à vouloir d'un seul coup s'attacher à une nouvelle image de soi. Voilà, en tant que champion olympique, en tant qu'universitaire ayant décroché the diplôme avec X étoiles, d'un seul coup, ça donne en effet une image de nous absolument merveilleuse, avec encore une fois des moments d'exaltation, de joie, etc. Je dirais plus en fait des moments d'exaltation. Et malgré tout, c'est quelque chose qui ne dure pas, puisque le moi va de nouveau s'attacher à cette nouvelle image qu'il a de lui-même, beaucoup plus glorieuse que la précédente. Et ça va être très compliqué de toujours maintenir cette identification et cet attachement. Voilà. Et là encore, ça crée à nouveau de la souffrance, parce qu'il ne faudrait pas être moins ou retomber à moins en dessous du niveau dans lequel on est arrivé et retomber en dessous. Malheureusement, ça ne marche pas comme ça. Et encore une fois, ça n'est que tout ça un amoncellement, comme si en fait on empilait... je compare le moi en fait à un empilement de feuilles, un peu comme on retrouvait à l'époque dans les anciennes charcuteries, ou alors les anciens traiteurs en fait qui mettaient les tickets payés sur une planche avec un clou, et voilà. Et pour moi, le moi c'est ça. C'est cet empilement de feuilles successives les unes au-dessus des autres sur ce clou, et je suis ça avec toute notre histoire qui est inclue dessus, qui est écrite dessus. Et alors forcément, plus on rajoute des définitions de nous, de notre histoire, de qui sont les autres, de qui n'ont pas été les autres, des reproches qu'on leur fait, des attentes qu'on avait, etc. Plus en fait on bourre le clou de feuilles qui en effet s'empilent les unes aux autres, et plus en fait on rajoute de la souffrance. Notre travail consiste en effet à soulager ce clou de toutes les feuilles qui se sont accumulées, et pour ça en effet un seul je dirais axe de travail et d'attaque est le changement de la perception que nous avons de notre histoire et de nous-mêmes. Et ça n'est plus en termes de vraiment mais je suis cela, mais commencer à poser la question mais qui suis-je vraiment, sous-entendu, si tout ce que je suis
est est un amoncellement en effet d'espoir et de crainte, d'espoir, de peur, de désir et de refus. Si en effet la définition de qui je suis, de mon histoire, n'est qu'un amoncellement finalement de souffrance, et que je sais qu'au fond de moi, il existe un espèce de sanctuaire absolument calme, serein et tout le temps heureux, alors qui suis-je vraiment au-delà de la définition que je donne de moi-même? Et ça, c'est la première interrogation qu'on peut se donner. Et ça peut mener très très loin, le qui suis-je vraiment? Puisque, en effet, ça suppose qu'il y ait une remise en question de qui on a été par le passé, de qui on a cru être par le passé, des jugements qu'on a eu aussi sur les autres. Bref, ça remet en question beaucoup de choses. Et ça n'est qu'un début. Ça n'est qu'une question parmi tant d'autres qu'on peut se poser, hein, mais c'en est une. Qui suis-je vraiment? Et ça peut être en effet le starter de quelque chose où en effet la personne commence à tirer la pelote le fil d'une pelote extrêmement mélangée et emmêlée. Donc voilà, je pense avoir tout dit sur la notion de bonheur, d'identification et d'attachement, en sachant que ce qu'il est important en effet de garder à l'esprit, c'est cette capacité plutôt à se poser les bonnes questions de façon en effet à transformer, à modifier la perception que nous avons de nous-mêmes, des autres, dans notre histoire et de notre histoire tout court. Plus nous sommes capables de pouvoir percevoir les choses autrement, plus nous sommes capables de voir, de porter un regard différent sur nous-mêmes, plus nous sommes finalement capables de nous ouvrir, plus cette ouverture va permettre de voir des choses de nous que nous ignorions, et des versions et des perceptions de notre passé qui sont totalement différentes. En fait, plus nous nous ouvrons, plus nous allons avec cette souplesse, plus notre vision que l'on a de nous-mêmes s'élargit. Alors qu'avant, nous étions enfermés dans quelque chose d'étroit, de très étroit et de très limité. Et plus nous favorisons cette ouverture en se posant les bonnes questions, et la question est importante, le questionnement est important, plus nous créons cette ouverture, plus finalement notre regard et notre perception commencent en fait à nous apporter une vision très différente par rapport à qui nous sommes et la façon dont nous définissons et la façon dont nous décririons en fait notre passé et notre histoire. Tout ceci n'est toujours que une manière différente de se positionner par rapport à une même chose. C'est adopter en effet un point de vue différent sur ce que nous sommes, ce que sont les autres et notre histoire. Voilà, et c'est ainsi que petit à petit, à force de ne plus écouter les mêmes charabia de son mental à propos de notre passé et ce qui constitue ce passé avec les différents acteurs, plus nous sommes capables de ne plus... plus nous sommes capables de douter en la version à laquelle nous croyons, plus nous sommes capables d'avancer et de nous alléger. C'est pourquoi en effet Socrate avait totalement compris un processus important qui était que quand on commence à se poser des bonnes questions, finalement on obtient aussi des réponses en nous, et c'est ces réponses en fait qui vont nous permettre de pouvoir
avoir une perception beaucoup plus large de la réalité que celle que nous avions jusqu'à présent. Et c'est ainsi que petit à petit le processus de désidentification et de détachement en fait commence à se faire. Et c'est quelque chose, encore une fois, qui n'est pas de l'ordre d'un discours mental, mais plus en effet de révélation intérieure. Et ces révélations se font toujours en se libérant, en étant de plus en plus libre, en se sentant de plus en plus guéri psychologiquement, en souffrant de moins en moins. Elles s'accompagnent toujours d'un phénomène de joie et sont suivis souvent d'un phénomène de sérénité par la suite, un sentiment de liberté beaucoup plus grand aussi. Voilà, c'est tout un processus finalement qui se met en place. C'est comme si, en fait, en définitive, nous étions à l'œuvre dans un tuyau qui est bouché. C'est pas la peine de construire des dérivations pour que ce tuyau laisse passer l'eau. Il suffit juste, en effet, d'enlever ce qui obture le passage. Et ensuite, cela coule naturellement. Ben, là, pour le bonheur, c'est à peu près la même chose. Le bonheur revient à son état, enfin en tout cas le ressenti du bonheur revient en nous dès lors que la souffrance liée au conditionnement s'atténue et diminue. Évidemment, c'est un travail, c'est un processus, et ce processus ne peut se faire qu'à travers, en effet, le questionnement. Et se poser les bonnes questions, ça devient tout un art. Et c'est ce que j'ai pratiqué dans ma vie, parce que j'ai atteint à un moment donné de ma vie un seuil de souffrance qui était pour moi maximum. Une autre personne aurait pu l'atteindre avant, mais pour moi ça va atteindre son maximum. Et là, je ne pouvais plus finalement résister à ce qui était, trouver toujours des parades. Et je n'avais plus qu'une seule chose à faire, c'est être en face de ma vie, arrêter d'être dans le déni et puis commencer à voir les choses sous un autre angle. Parce que l'angle sous lequel je voyais les choses à l'époque, en fait, perpétuait ma souffrance. Et je me suis dit, Bouddha est arrivé à se libérer, et bien d'autres maîtres éveillés aussi. Je me suis dit, il y a forcément quelque chose que j'ai loupé. Il y a forcément une marche que je n'ai pas su, sur laquelle je n'ai pas su m'appuyer pour pouvoir y arriver. Et c'est comme ça que j'allais dire les premières années, sans m'en rendre compte, j'ai commencé en fait ce processus de remise en question et de lâcher prise finalement. Et je me suis aperçu que petit à petit, j'arrivais à résoudre mon passé, j'arrivais à obtenir ce calme avec mon passé et avec moi-même finalement, puisque c'est toujours nous à travers notre passé. Et petit à petit, ceci est devenu une technique, et une technique dans laquelle j'aide les autres à pouvoir trouver les réponses en eux et à faire s'écrouler le faux pour voir surgir le vrai. Et la vérité, c'est toujours ce qui nous libère. Et plus nous nous libérons, plus nous laissons en effet émerger naturellement cette sérénité, cette paix qui, est inaltérable en soi, de sorte qu'en effet on puisse ressentir par moments de la douleur, mais la douleur c'est quelque chose qui passe, ça surgit, c'est comme un éclat de rire, puis ça naît, ça croît et ça meurt. Et la souffrance vient du fait que les choses naissent dans notre esprit, croissent et n'arrivent pas à mourir. Et c'est ça en fait qui fait que la souffrance persiste. Une douleur, c'est quelque chose en effet qui, qu'elle soit physique ou psychique, une douleur, c'est quelque chose qui en effet prend naissance, croît et meurt. Et l'état initial dans lequel nous étions auparavant revient.
ce que d'ailleurs je fais un parallèle avec le principe de l'homéostasie, qui dit que la définition de l'homéostasie, c'est toute cellule vivante est dotée de la capacité en fait de retrouver son état initial. Voilà. Donc une cellule pas très en forme est capable d'elle-même naturellement de retrouver son état d'équilibre. Voilà. C'est valable pour la Terre, c'est valable pour l'être humain, c'est valable pour la cellule. Et je pense aussi que c'est valable au niveau de l'univers, puisque c'est un principe vivant dans l'univers de toute façon, et que macrocosme et microcosme ne font qu'un. Il n'y a pas de marge et de différence. Et que ce principe finalement de homéostasie qui consiste à revenir à l'état initial dans lequel finalement nous sommes arrivés à la naissance, que cet état de bonheur, en fait, nous sommes capables de pouvoir le retrouver avant de mourir physiquement. Donc ça veut dire qu'il faut que, et là je vais introduire d'autres notions un peu plus compliquées, mais il faut qu'en effet le moi meure pour que les meure définitivement, qu'il n'y ait plus une idée d'un moi, pour retrouver en effet cet état de bonheur ultime. Voilà. Ceci dit, après il y a des graduations, hein, mais en tous les cas, si on arrive déjà à obtenir la paix par rapport à son passé, etc., c'est déjà énorme. Ensuite, le travail devient un peu plus facile pour essayer d'être dans le moment présent et de faire en sorte en fait de ne plus donner autant de densité et d'épaisseur à son moi, mais au contraire d'en donner le moins possible. Voilà. Mais le principe d'homéostasie, en effet, qui inclut l'idée que pour retrouver l'état de bonheur initial dans lequel nous sommes à la naissance, il faut forcément que l'idée de ce moi meure en fait en nous à tout jamais. Voilà, donc c'est pas que le moi est négatif en soi, hein, c'est pas ça justement, il permet aussi de partir à la conquête de quelque chose. En tous les cas pour ceux qui sont suffisamment avancés sur leur chemin et être conscients qu'en effet le bonheur n'est pas quelque chose de rattaché sur un plan matériel quel qu'il soit. C'est pas ce que la Terre nous propose qui favorisera notre bonheur. Ça favorise un équilibre sur un certain plan, mais encore une fois, tout ce qui est relatif ne peut nous apporter que quelque chose de relatif. Donc il y a l'idée ici d'un moi en effet qui doit mourir à lui-même pour que nous renaissions en fait à la vie, mais dans ce corps-ci. Voilà. Voilà, on va s'arrêter là parce que là je commence à compliquer encore davantage ma vidéo que la simplifier. Toujours est-il que voilà, cette idée de bonheur est accessible, cette sérénité est accessible, il faut juste en effet commencer à se poser les bonnes questions par rapport à son passé, et se poser les bonnes questions, c'est être capable en effet de pouvoir changer son point de vue. Et changer son point de vue, ça amène forcément à avoir une vision très différente de la version de notre vie et de nous-mêmes. Et c'est de là en fait que surgit la vérité, et c'est de cette vérité qu'en fait nous obtenons la libération progressive. Voilà, je terminerai sur ces belles paroles. Et je vous invite à aller voir mon site dont vous avez le bandeau qui défile depuis le début de la vidéo en bas. Là, juste en bas, là. Je vous souhaite une bonne journée. Et en espérant encore une fois que j'ai été le plus clair possible. Si vous avez en effet des questions à me poser, des sujets à me soumettre, alors surtout n'hésitez pas, j'adore ça. Évidemment pas des sujets du genre qu'est-ce que vous pensez de la liberté, qu'est-ce que vous pensez, pas des sujets comme ça généralistes parce que ça ne m'intéresse pas. Mais des sujets qui sont beaucoup plus ramenés à quelque chose que vous avez vécu, et une question en fait qui n'a jamais trouvé de réponse chez vous. Donc évitez en effet les sujets généralistes parce que je dis souvent à question absolue, réponse absolue. Donc en fait on est très déçu des réponses parce que de toute façon les questions sont trop généralistes et les réponses le sont d'autant plus. Voilà. J'ai tout dit. Je vous souhaite un bon travail et
Et tout ça, évidemment, se fait dans la légèreté et rien n'est sérieux, hein. Voilà, encore une fois. Allez, hop, au revoir.